Et ce qui était extrêmement intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a une attention hyper forte sur tout ce qui est sujet soft skills, donc compétences comportementales, créativité, adaptabilité, négociation, bien-être, mais aussi sur tous les sujets sociétaux, et notamment la diversité et l'inclusion et l'écologie. La compétence la plus recherchée actuellement, c'est plus uniquement une expertise métier. C'est-à-dire que voilà, on a tous été formés à un métier, on a fait des études pour cela, etc. Mais ce qui va faire la différence, c'est vraiment les compétences comportementales, les fameux soft skills. Donc aujourd'hui, l'entreprise a un vrai focus sur tout ce qui relève, je dirais, aussi de l'humain. Les entreprises les plus performantes seraient-elles celles qui bâtissent la capacité d'apprendre plus vite que la concurrence? Je suis Cyril Ijard et avec la société nous avons décidé d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font l'entreprise apprenante. Responsables de la formation, DRH, directrices et directeurs d'universités d'entreprise, experts de la tech ou de la pédagogie, nos invités viennent partager leurs expériences, leurs apprentissages et leur vision du monde de la formation professionnelle et du développement des compétences. Au fait, c'est qui nous? Nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'entreprise apprenante existe. Hello, j'ai une super nouvelle à vous partager. Nous, la société éditrice de ce podcast, organise l'Odyssée de l'organisation apprenante. Oui, une odyssée de une journée pour aller à la rencontre des meilleures pratiques, pour comprendre en profondeur la philosophie des organisations apprenantes, pour expérimenter les dynamiques d'intelligence collective et même être immergé dans le monde animal, véritable source d'inspiration pour nos organisations. L'Odyssée de l'organisation apprenante, c'est donc l'événement pour toutes celles et ceux qui souhaitent bâtir le futur des organisations. Cela se passe le 22 novembre 2022 à Paris. Les places sont limitées, donc foncez dans la description de l'épisode pour vous inscrire. Aujourd'hui, je reçois Élise Cobillette, cofondatrice de Kokoroé. Avec Élise, on aborde longuement l'intérêt de mettre le plaisir et l'envie de se former au cœur des parcours de formation. Élise nous détaille comment Kokoroé attire les apprenants et leur donne le goût de la formation, tant sur la forme que dans le séquencement des activités pédagogiques. Élise évoque également les thématiques sociétales comme la diversité, l'inclusion ou encore l'écologie, qui sont aujourd'hui plébiscitées tant par les entreprises que par les apprenants. Elle souligne d'ailleurs la porosité qui existe entre la vie professionnelle et la vie personnelle à travers ces thématiques. Donc les entreprises s'intéressent de plus en plus à la vie personnelle de leurs salariés. Cet épisode nous montre combien il est important de soigner la façon de donner envie à l'apprenant pour ensuite lui transmettre le savoir dans les meilleures conditions. Bonne écoute. Bonjour Elise. Bonjour Cyril. Bienvenue sur le podcast de l'entreprise apprenante. Merci. Très heureux de pouvoir te recevoir Également. et de parler avec toi de Kokoroé, de formation, d'engagement, de plaisir. Et voilà. Et donc, avant toute chose, je vais te demander de te présenter et de pouvoir nous partager quelques événements clés de ton parcours. Merci Cyril, déjà pour cette invitation. On est également ravis de pouvoir intervenir au sein de ton podcast. Pour tout te dire, on est fan de ton podcast chez Kokoroé. Donc moi, je suis donc Élise, une des 3 cofondatrices de Kokoroé. En termes de background, j'ai un background assez classique puisque je suis une ancienne avocate. J'ai exercé pendant 7 ans en cabinet. Et à 30 ans, j'ai tout quitté pour me lancer dans l'aventure entrepreneuriale et vivre une aventure passionnante que je vais vous raconter aujourd'hui. Ok, donc effectivement, c'est quand même tu parles de parcours plus classique, mais la bifurcation ne l'est pas forcément, de passer de la robe d'avocate à C'est vie clair. d'entrepreneur. Euh, ouais, moi j'aimerais bien que tu nous parles de Kokoroé, d'une part, voilà, dans sa genèse, jusqu'au pivot, toutes les évolutions que vous avez faites pour arriver aujourd'hui à adresser voilà, des entreprises, des grandes entreprises du CAC 40, des sujets beaucoup plus B2B, avec, même s'il y a eu des pivots dans ma compréhension, un vrai fil rouge que j'aimerais que tu puisses nous partager. Oui, effectivement, Kokoroé, ça a débuté en 2014. Donc, tu vois, on n'est pas une jeune start-up, ça fait un peu plus de, allez,
presque 10 ans qu'on existe. Initialement, quand on a quitté notre job toutes les 3, on avait une vraie volonté, déjà de créer une boîte, ensemble, de faire un job qui faisait du sens pour nous et puis aussi d'apporter notre pierre à l'édifice à l'éducation. La première trajectoire a été de se dire: «On va créer, un petit peu le Airbnb du savoir». À l'époque, Airbnb était hyper à la mode, encore plus que maintenant, c'était l'explosion. Et on s'est dit, il y a, enfin voilà, ça peut être intéressant de mettre en relation des personnes qui ont un savoir, une passion à partager et d'autres effectivement qui souhaitent apprendre de cette personne. Donc on a effectivement créé une plateforme, de mise en relation. Dès nos débuts, on a fait une levée de fonds avec des business angels français qui sont, assez impliqués dans le secteur de la tech, comme Xavier Niel, Daniel Maréli, le fondateur de Deezer, également Julien Codorniou, le directeur de Facebook. C'était une levée de fonds assez, enfin vraiment qui nous a propulsés et qui nous a donné énormément d'énergie puisque lorsqu'on a fait cette levée de fonds, en réalité, on n'avait pas de produit. On avait juste un pitch, un bon pitch, on avait une belle idée, on avait, je dirais, une belle vision, mais en réalité, on n'avait rien. Donc on s'est dit: «OK, c'est possible». À partir du moment où on a fait cette levée de fonds, on a intégré l'incubateur de Microsoft Venture. Et puis, on a bien évidemment développé un outil et commencé, je dirais, à tester un petit peu notre idée de manière très concrète. Et là, on s'est rendu compte que, au-delà des paillettes qu'on avait connues au début, au-delà de la presse qu'on avait pu avoir, une relative facilité tout de même à lever des fonds, que la réalité était tout autre et que, on aurait du mal avec ce business à créer, finalement un modèle rentable et un modèle périn. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que, une fois que, vous aviez trouvé votre professeur sur la plateforme, c'était extrêmement difficile. Enfin, en fait, vous ne repassiez pas par la plateforme pour reprendre votre cours. Donc, clairement, il y avait énormément de bypass et de transactions qui se fait en dehors de la plateforme. On avait beau proposer toutes les fonctionnalités possibles et imaginables, il y avait toujours en réalité ce système sur lequel on n'avait absolument aucune emprise et qui nous a amené à nous dire que, en fait, on allait droit dans le mur avec ce business. Donc on a commencé à réfléchir à un positionnement un petit peu différent. L'accélérateur de Microsoft nous a permis de rencontrer énormément de dirigeants, de directeurs formation, de responsables formation, aussi d'autres personnes de la société civile et en fait, nous a permis vraiment d'affiner finalement notre positionnement. Et on s'est dit: «Mais en réalité, il y a quelque chose à faire de très, très fort dans le milieu de la formation pro», donc d'adresser les entreprises et le sujet côté entreprise, il est véritablement de remettre du plaisir dans la formation. Donc voilà, donc du coup en 2007, on fait ce pivot. En 2017, donc 3 ans après notre lancement, on fait un pivot, on, casse toutes les lignes de code, on recommence avec une équipe restreinte, avec très, très, très peu de moyens. Il faut savoir que pendant des années, on ne s'est pas payé avec les filles. Même si on a fait cette première levée de fonds, c'était vraiment pour payer nos développeurs et nos équipes. Donc on repart à 5 avec notre développeur, et on recommence tout. On recommence vraiment du début. Mais avec une conviction pour le coup très fort et un positionnement très abouti. Et du coup, on est vraiment allé sur quelque chose on a une proof of concept très très rapidement. La première année, on fait 500 000 € de chiffre d'affaires. La deuxième année, on double, puis jusqu'à aujourd'hui où on est à plusieurs millions de chiffres d'affaires et une équipe qui a énormément grandi. Ok, donc super intéressant de partir de la genèse et de voir effectivement qu'à un moment donné, il faut se confronter au marché pour voir effectivement où on peut apporter de la valeur. Alors, avant qu'on rentre sur ce que vous faites exactement aujourd'hui, je voudrais qu'on revienne à l'étymologie de Cocoré parce qu'il me semble que ça a quand même énormément fait. Parfois, il y a des noms de boîtes, notamment de start-up, pour en avoir connu. Il faut qu'on trouve un nom de boîte. On ne sait pas exactement, et c'est pas le sujet sur lequel on va passer beaucoup de temps. Vous, dès le départ, vous avez une conviction profonde que vous arrivez à mettre dans le nom, qui finalement vous a toujours suivi et qui
qui est toujours là, présente, prégnante, qui finalement signe à la fois vos contenus, la façon dont vous produisez, dont vous distribuez finalement vos contenus de formation. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire ce que veut dire Kokoroe et ce que ça exprime de vos développements? Kokoroe, ça signifie apprendre avec le cœur en japonais et effectivement, c'est à la fois représentatif de notre positionnement, de notre vision de la formation, mais aussi de notre histoire. Comme je le disais, Kokoroe, c'est avant tout une histoire de cœur. Puisque initialement, j'ai fondé Kokoroe avec ma sœur jumelle Raphaël et notre amie d'enfance Béa. Et cette relation qu'on a eue nous trois, cet amour qu'on a toutes les trois, c'est vraiment, je dirais, ce qui déjà nous a poussé à quitter notre job, puisqu'on était chacune dans des jobs bien établis, ce qui nous a donné des ailes et ce qui nous a, je dirais, poussé à continuer quand on était en pleine période de traversée du désert. Donc c'est vraiment cette relation extrêmement forte qui nous a permis de passer un petit peu toutes les difficultés ensemble. Donc c'est vraiment une histoire de cœur initialement. Et c'est aussi représentatif de notre vision, de notre ADN, puisque, comme tu le disais en introduction, notre vision, c'est vraiment de remettre du plaisir dans la formation. On connaît tous ce fameux chiffre qu'on entend régulièrement de 50% des métiers de demain sont en train effectivement de disparaître. Bon, ça, c'est un chiffre qui effectivement est souvent critiqué, mais malgré tout, ça signifie que tous les métiers sont en train d'évoluer et qu'aujourd'hui, il y a un véritable enjeu, il est de faire que chacun prenne l'habitude d'apprendre à réapprendre, devienne acteur de sa formation et développe de nouvelles compétences par lui-même. Et donc, il y a un vrai enjeu autour de créer des habitudes de formation, créer des rituels de formation. Et pour cela, la notion de plaisir, elle est fondamentale. On ne peut pas demander à un collaborateur, à quelqu'un qui est actif ou même une personne demandeur d'emploi, de prendre le temps de se former, de prendre le temps finalement pour son développement pro et perso, sans notion de plaisir. Donc, nous, on s'est vraiment dit, voilà, on veut remettre du plaisir dans la formation. Compte tenu des enjeux, il y a urgence. Or, en tant qu'ancienne collaboratrice, on avait souvent affaire à des formations qu'on jugeait, en tout cas en e-learning, d'une part trop longues. C'est OK de proposer des formations présentielles qui vont durer une journée, 2 journées, OK, parce que tu as l'interaction humaine. Par contre, en digital learning, lorsque tu es face à des formations qui vont durer 1 heure à 2 heures et que tu dois les suivre derrière ton écran, c'est hyper compliqué. Donc nous, globalement chez Kokoroe, on s'est dit, voilà, il y a urgence de faire quelque chose sur ce point de vue-là. Donc on propose vraiment des formations de micro-learning qui vont durer de 20 à 25 minutes. Et deuxième expérience qu'on a eue en tant qu'ancienne collaboratrice, on avait souvent affaire à des formations qu'on jugeait extrêmement académiques avec une approche hyper traditionnelle. Clairement, ça fait longtemps qu'on est sorti des bancs de l'école, aussi bien toi que moi, et on a envie d'avoir un format un peu disruptif, un peu innovant, un peu funky. Et donc, on a créé clairement un format qui sort complètement de ce qu'on a l'habitude de voir, qui a pour objectif justement de remettre du plaisir. On va faire des références à des séries, à des films. L'idée, c'est de créer une connivence avec le collaborateur, avec l'apprenant. Et l'idée, c'est aussi effectivement de créer une proximité, de le faire rire, de le faire sourire en faisant des références à des films ou des séries qu'il a déjà pu voir. Ok, alors on va entrer dans ce sujet. Tu as évoqué effectivement le fait de, à la fois, il y a de la forme, il y a du fond, et je vais commencer par la forme. Alors c'est vrai que dans la formation professionnelle, historiquement, tous les acteurs, les entreprises, ont massivement investi sur le fond. Il fallait du fond, le bon organisme, le bon contenu. Par contre, on s'est très peu préoccupé de la forme, de la distribution, de comment finalement on amène l'apprenant on lui donne le goût de la formation. Et vous, en fait, vous en avez fait un des piliers de votre pédagogie en disant, finalement, en tout cas de ma compréhension, le premier élément de la formation, c'est pas finalement le contenu, c'est donner envie. C'est vraiment avant même que la personne aille se former, c'est lui donner envie de se former. Donc vous avez vraiment misé sur ce marketing de la formation pour remettre du plaisir, voire même, j'ai envie de dire, du désir. Parce que
Parce que finalement, quand tu es en train de voir quelque chose qui t'intéresse, tu vas activer peut-être ce mécanisme. Tu as commencé à répondre à la question, mais comment vous êtes arrivé à, vous dire, vu que c'est Cocoré, apprendre avec le cœur, comment vous êtes arrivé à vous dire, on va prendre finalement des références cinématographiques pour pouvoir attirer l'apprenant. C'est quoi qui s'est passé pour que... Voilà, et je suis désolé, je fais des questions très longues tout le temps. Bah non, c'est avec plaisir. Et la deuxième question, c'est quand vous l'avez mis en œuvre, comment vous avez vu que c'était validé, quoi. Quelles sont les manifestations chez les apprenants qui ont montré ça? Non, c'est une question hyper intéressante parce que en fait, si tu veux, c'est vrai qu'on a un fort attrait à la fois sur le fond et aussi sur la forme. Et ce qui nous différencie, je dirais, de nos concurrents, des autres éditeurs de contenu, c'est cette attention qu'on porte effectivement à la forme. On a un fort, un vrai focus sur le marketing de la formation. Et pourquoi est-ce qu'on est arrivé effectivement à faire un focus là-dessus? C'est que tout simplement, on a échangé énormément avec des directeurs de formation, avec des responsables de formation, et on s'est rendu compte que le vrai problème, c'est pas seulement de proposer un dispositif de formation qui soit qualitatif, mais c'est de donner envie aux apprenants de se former. C'est d'arriver à communiquer sur ce dispositif de formation. Il y a énormément d'entreprises qui aujourd'hui ont des formations qui sont des formations de bon niveau, qui ont effectivement un contenu qui sont satisfaisants, mais qui n'arrivent pas à communiquer dessus et qui sont du coup des dispositifs de formation qui ne sont pas suivis, qui ne sont pas vus par les collaborateurs. Et le vrai sujet, c'est en réalité déjà de donner envie, de créer cette étincelle et finalement d'arriver à, très concrètement, driver du trafic vers ta plateforme pour que déjà les collaborateurs se forment. Donc il y a une vraie notion de susciter l'intérêt, susciter la curiosité. Donc nous, très concrètement, lorsqu'on crée nos formations, donc ce sont des formations qui, comme je te le disais, durent 20-25 minutes, sont construites en 5 étapes et on commence toujours avec un teaser qu'on appelle en interne vidéo buzz. Donc ce teaser peut être utilisé comme outil de communication dans le cadre d'une newsletter sur un réseau social interne d'entreprise. Et ce teaser, il est créé au moyen de GIFs animés. Les GIFs, en fait, c'est des courtes citations, des courts extraits de séries, de films, de vidéos. Donc quelque chose de hyper dynamique, hyper drôle, hyper funky. Et en 10 secondes, clairement, tu as un effet waouh. C'est-à-dire que tu mets cette vidéo teaser. On a essayé plein de formats, franchement. On a essayé des formats parfois un peu moins, un peu plus soft, entre guillemets. Et ce format-là qu'on a testé auprès des entreprises, voilà, plus corporate, clairement, il a parlé, c'est les stats qui ont parlé, c'est-à-dire que tu as, dans 9 cas sur 10, tu as un collaborateur qui va cliquer pour aller voir effectivement ce qui se passe derrière et qui va avoir cette curiosité, parce que c'est tellement rare de voir des teasers qui sont aussi animés et aussi différenciants que tu as cet effet curiosité qui se crée. Et puis après, une fois que tu as réussi à susciter la curiosité, tu vas pouvoir effectivement visualiser le reste de nos formations avec pour le coup, une vidéo micro-learning de 1 à 2 minutes qui va synthétiser les principaux points clés. On enchaîne aussi avec une vidéo expert qui va venir rentrer en profondeur, qui est créée au sein de notre studio de production. On a également un quiz qui va permettre de valider effectivement les acquis et des ressources pédagogiques complémentaires qui vont te permettre d'aller plus loin. Ok. Alors, ça m'appelle une question qui va permettre à la fois d'illustrer ce que tu viens de dire et de donner un exemple. Quel est selon toi l'exemple qui est le plus qui a le plus marché ou qui te paraît le plus éloquent dans les formations que vous avez mis en œuvre par rapport à la référence du GIF au niveau d'une scène de cinéma ou de série? Est-ce que tu peux nous donner le nom de la série et du cinéma et le lien avec la formation et pourquoi ça a fonctionné? On a commencé avec un teaser avec des courts extraits de Friends.
Et alors, petite précision, ça c'est toujours une question qui nous est demandée. Tous nos teasers sont libres de droit. C'est-à-dire que voilà, on va sur des channels, sur des sites qui proposent effectivement des GIFs qui sont libres de droit. Donc voilà, on a aucune difficulté par rapport à ça. Et en fait, c'est des courts teasers de Friends pour parler de la gestion du stress. Donc, en teaser, on a mis des courts extraits, effectivement, et clairement, ça a cartonné, quoi. Il y a tout de suite eu un effet waouh, mais attends, on me propose du Friends en entreprise, qu'est-ce qui se passe? Ok, donc en fait, globalement, vous vous basez sur une référence connue, mainstream, quoi, très Ouais, connue, on va dire, des populations, et qui est enfin, des populations d'apprenants, pour pouvoir ensuite rentrer dans un sujet mm, qui est c'est ça. par ailleurs très sérieux, hein, et sur Ouais, lequel vous avez une pédagogie, tu as commencé à la détailler, très sérieuse. Et en fait, c'est finalement l'allumette mm, qui est pour vous ce teaser avec cette référence cinématographique ouais, ok. mm. Et, et ça m'appelle encore une question parce que vous devez beaucoup sur la sélection finalement de la référence. Ça doit être un vrai travail chez C'est vous. un énorme, ouais. Ouais, voilà. Parce que tu vois, je me dis aujourd'hui, vous accompagnez un certain nombre de sociétés qui ont des générations Mm. différentes, avec des jeunes qui arrivent qui ont 25 ans, des gens de mon âge qui ont aux alentours de 40, et puis des quinquas. Je le vois, moi, à l'intérieur de mon entreprise. Parfois, j'ai des discussions avec mes collègues plus jeunes, et les références sont juste Bien sûr. pas les mêmes. Donc, comment vous bossez sur ça? Ça m'intéresse. Alors déjà, effectivement, on a nos ingénieurs pédagogiques en interne, nos graphistes, enfin, on a vraiment internalisé tout ce qui est création de contenu. Et effectivement, c'est une vraie difficulté puisque non seulement il faut, dans une vidéo, réussir, je dirais, à s'adresser à toutes les populations d'une entreprise, quels que soient les âges, et aussi, il faut que le choix du GIF colle bien évidemment au texte. C'est-à-dire que si, tu vois, si on parle par exemple de la gestion du stress, il faut qu'on arrive à trouver un GIF, un extrait qui va coller exactement au texte. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Enfin, c'est un vrai travail en fait, et c'est extrêmement long. Et après, voilà, on a des créas en interne qui ont l'œil affûté, qui ont une connaissance cinématographique absolument phénoménale et qui, du coup, maintenant ont vraiment développé une vraie technique et des vraies habitudes et ils vont relativement vite. Mais c'est vrai que dans les débuts, c'était extrêmement long de créer ces teasers pour qu'ils soient impactants, pour, comme tu le dises, parle à toutes les générations et qui effectivement suscite l'effet escompté. Ouais. Non, non, mais je me doute que c'est un vrai travail d'ingénierie, Ouais. tout comme il y a l'ingénierie, et on va venir sur les sujets que vous sélectionnez, autres, mais ce travail, il me paraît assez Mm. important. Quand bien même on a l'impression qu'on met juste un GIF animé C'est ça, sur une plateforme, il y a un vrai c'est ça. travail en amont, effectivement. Ouais, et puis tu vois, Cyril, il y a effectivement ce travail qui est très long et qui est très abouti pour le teaser, mais puis après tu as toutes les autres ressources pédagogiques et là on a réfléchi à une vraie granularité. C'est-à-dire qu'on commence avec un teaser de quelques secondes, mais après les autres ressources pédagogiques vont être progressivement de plus en plus longues. On va passer à une vidéo de 1 à 2 minutes, puis à une vidéo de 2 minutes, puis des quiz, des ressources pédagogiques et on va finalement, je dirais, aller passer d'une ressource qui est de plus en plus longue et de plus en plus aboutie. Donc il y a aussi un vrai travail sur finalement l'entrée en formation, la présentation des objectifs pédagogiques et aussi la transmission des savoirs. Donc il y a une vraie réflexion à la fois sur la forme, mais bien évidemment aussi sur l'ingénierie pédagogique et sur les objectifs pédagogiques qu'on souhaite effectivement transmettre. Et ce qui fait aujourd'hui notre succès, c'est que c'est à la fois, je dirais, ce marketing de la formation qui est très différenciant, mais aussi bien évidemment le contenu. Bien sûr. Dans les débuts, quand les entreprises nous ont vu arriver sur le marché, elles se sont tout dit, ok, c'est vachement bien, là ce que je vois, ça a l'air canon, par contre je veux vraiment tester et je veux voir si ça marche et je veux voir s'il y a vraiment
cette ingénierie pédagogique et si vraiment on apprend quelque chose avec vos formations. Donc le fond, après, ce qui était encore plus testé, je pense, par les entreprises du fait de ce caractère tellement waouh et du focus qu'on met sur la forme, je pense que le fond encore est encore plus testé. Et toutes les entreprises nous ont dit mais c'est dingue parce que le fond il est aussi canon que la forme et il y a un vrai, enfin voilà, il y a, il y a, il y a, il y a un vrai apprentissage, une vraie transmission des savoirs avec vos formations. Et puis ce que tu nous dis, c'est que c'est congruent, c'est-à-dire qu'en fait, on attire, ensuite, le pire, ce serait d'avoir un caractère déceptif, c'est ça, d'attirer avec un foulard rouge, exactement, et de les envoyer dans c'est ça, une pièce noire au fond. exactement. Voilà. Donc je comprends bien. Et un truc que tu viens de dire, alors, qui est sur la mise en formation, que je trouve assez intéressant, c'est-à-dire que finalement, est-ce que vous vous êtes rendu compte au fil de l'eau que il fallait commencer par, en tout cas, vos modules sont assez courts, hein, 20-25 minutes, mais par contre, dans le découpage, vous passez de court à un petit peu plus long. Ça, c'est quoi? C'est de l'expérience empirique. À un moment donné, vous vous êtes rendu compte de ça, vous avez eu la conviction dès le début, et comment vous l'avez validé? Oui, en fait, si tu veux, un apprenant, c'est quelqu'un que tu dois convaincre. C'est pas quelqu'un qui est acquis. C'est-à-dire que tu commences par le convaincre, tu commences par lui donner envie avec un teaser très court, assez catchy. Puis après, tu vas lui proposer une synthèse pour lui dire: «OK, voici, ce que tu vas apprendre et finalement ce que tu vas retenir de cette formation» avec une vidéo micro-learning de 1 minute. Et une fois que l'apprenant a compris et convaincu de l'intérêt qu'il a de se former, là, tu vas sur la vidéo de fond. Mais du coup, tu ne peux pas tout de suite arriver, hop, tu poses et poser une vidéo qui va durer 20-25 minutes en te disant: «OK, super, c'est bon, on y va». La vidéo va être vue dans son intégralité. C'est comme quand tu fais du sport, c'est comme, toute activité ou autre de formation. Tu commences, je dirais, en douceur et puis après progressivement, tu commences à aller au fond de l'activité. Là, c'est pareil. On commence déjà par donner envie. Après, on montre l'intérêt, vraiment les acquis. Et puis après, on va vraiment dans le dur. Mais effectivement, on s'est rendu compte que proposer cette granularité était essentiel. C'est aussi important de proposer des moments de respiration entre chaque modalité, de ne pas enchaîner une vidéo brute de 20-25 minutes, mais de proposer des moments de respiration pour qu'eux aussi, l'entrée en formation se fasse bien et que les éléments qui ont déjà été transmis soient acquis et intégrés. En tout cas, si tu veux, ce que tu dis sur les moments de respiration, ça, je pense que c'est assez conventionnel et commun. Ce qui n'est pas commun, en tout cas, de mon point de vue, de mon expérience, de ce que je vois, c'est le fait que vous ayez finalement, vous parliez d'entrée en formation, c'est ça que je trouve intéressant, et que finalement tu dises, voilà, la mise en jambe, l'échauffement, ben, c'est plus court, mais ça permet ensuite de développer l'engagement, d'immerger l'apprenant pour qu'ensuite, finalement, la fin soit un peu l'apothéose en termes de fond, mais qu'on lui ait donné suffisamment envie et suffisamment de contenu au début pour qu'ensuite il soit totalement engagé, qu'il ait envie et qu'il soit super réceptif et donc que l'ancrage soit meilleur. C'est comme ça que je le perçois et je trouve qu'il y a de vraies connivences finalement entre plein de techniques de marketing, de copywriting que vous avez totalement intégrées dans la pédagogie. Et c'est ça que je trouve assez singulier et qui mérite d'être noté parce que on a l'impression que vous avez vraiment. Enfin, aujourd'hui, quand on parle de formation, on parle de formation et de marketing de la formation parce que c'était quelque chose qui n'était pas naturel. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de marketing de la formation. Il faut mettre du marketing de la formation. On vient de la poser sur la formation. Et j'ai l'impression que vous, en fait, comme vous l'avez fait organiquement, il n'y a pas de marketing de la formation. Il y a une expérience de formation qui est où en fait, on vient toujours mettre la petite dose de marketing, la dose de contenu, la dose de marketing, exactement. la dose. Voilà. Exactement. Et c'est ça qui est super intéressant dans comment vous avez fait les choses. Ok, super intéressant. Alors, je voudrais qu'on parle
transformation, tu as commencé à parler effectivement des compétences de demain. Vous adressez beaucoup de sujets de soft skills, de compétences de demain. Moi, ce qui m'intéresse, parce que je sais que vous avez beaucoup de thématiques, puisque vu que vous êtes sur des formats de 20-25 minutes qui doivent être produits, mais que vous arrivez aussi à produire assez rapidement, j'aimerais qu'on rentre un peu dans votre arrière-cuisine, ce que j'aime souvent faire. Comment vous faites pour sélectionner les thématiques et les sujets sur lesquels vous souhaitez produire du contenu? Ça, c'est ma première question. Et tu sais que comme je suis une question, je vais poser une seconde. Et c'est ensuite, comment vous arrivez, à partir du moment où vous avez sélectionné, à produire pour que ce soit rapidement disponible? Alors déjà sur la sélection des contenus, c'est une très bonne question. On va, à la fois en fait s'appuyer sur des sujets d'actualité sociétaux et aussi, on va enfin, une fois qu'on détermine des sujets qui pour nous sont des sujets vraiment qu'on appelle des hot topics, vraiment des sujets chauds, on va effectivement soumettre des propositions à nos clients qui vont avoir la possibilité de voter sur une échelle de 0 à 5 en fonction de l'intérêt et qui vont aussi pouvoir nous remonter leurs besoins de formation. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a une attention hyper forte sur tout ce qui est sujet soft skills, donc compétences comportementales, créativité, adaptabilité, négociation, bien-être, mais aussi sur tous les sujets sociétaux, et notamment la diversité et l'inclusion et l'écologie. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, enfin d'ailleurs, la compétence la plus recherchée actuellement, c'est plus uniquement une expertise métier. C'est-à-dire que voilà, on a tous été formés à un métier, on a fait des études pour cela, etc. Mais ce qui va faire la différence, c'est vraiment les compétences comportementales, les fameux soft skills. Donc aujourd'hui, l'entreprise a un vrai focus sur tout ce qui est, tout ce qui relève, je dirais, aussi de l'humain. Et c'est en ce sens que c'est intéressant, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui avec l'évolution des métiers que l'expertise qu'on a acquise sur les bancs de l'école, elle est plus valable forcément aujourd'hui et qu'il y a un vrai enjeu sur cette capacité d'adaptation. Et cette capacité d'adaptation, elle doit être constamment travaillée. Et du coup, aujourd'hui, les entreprises veulent vraiment développer les collaborateurs sur tout ce qui est soft skills, mais aussi tout ce qui est diversité, inclusion et écologie. Ok, donc ouais, effectivement, vous allez scanner sur le marché, premièrement, mais vous allez aussi Ouais, euh, écouter, ouvrir les journaux, écouter c'est la ça. radio, voir quels sont les grands enjeux du monde, de ce monde. Tu as parlé d'écologie, de diversité, d'inclusion. C'est Mm. globalement effectivement des sujets qui sont plus que d'actualité et qui ne sont pas des phénomènes de monde, mais plutôt des enjeux assez globaux et assez profonds. Et donc voilà. Et quand vous avez donc sélectionné, je pense que dans l'écologie, il y a plein de sous-sujets, de sous-thématiques. Comment vous faites pour partir de OK, on a ce sujet, il faut que dans quelques semaines on les distribue, on les met à dispo. Comment on fait pour monter un modèle? Écoute, on a tout un process hyper précis. Mais donc déjà, il y a déjà une première phase de rédaction de script. Donc là, c'est un travail qui est fait par nos journalistes et nos rédacteurs, où là, ils vont, à partir du moment où on s'est mis OK sur un sujet, on a validé en fait la thématique de formation. Il va y avoir un travail vraiment de script très très classique où on va rédiger le script pour le teaser, le master, la vidéo de fond, le quiz, les ressources pédagogiques. Ce script, bien évidemment, il est rédigé par un rédacteur, un ingénieur pédagogique, il est relu par le reste de l'équipe. Il y a des allers-retours et des éventuelles itérations. Une fois que le script a été validé par le reste de l'équipe et aussi, bien évidemment, la directrice pédagogique qui est Béa, là, on va demander l'avis d'un expert. Un expert va venir relire le sujet et va venir effectivement faire des éventuelles propositions d'amélioration et de modification. Une fois qu'on a obtenu le go de l'expert sur vraiment le script, là, on va venir passer en phase de production. Donc là, on a des ingénieurs multimédia, pas très sexy comme mot, mais c'est comme ça qu'on les appelle, Ouais, ouais,
qui vont venir aller rechercher, comme ce qu'on disait, les gifs qui vont bien pour le teaser, qui vont venir créer la vidéo expert. On a un studio de production en interne, donc ils vont venir créer la vidéo, qui vont venir créer toutes finalement les modalités multimédia pour faire un petit peu de l'habillage de la formation. Et une fois que la formation a été réalisée, elle est revue à nouveau par la directrice pédagogique et puis après elle est intégrée par notre plateforme. Donc tu vois, tu as à la fois le travail de script, l'intervention d'un expert et puis après ce qui nous fait gagner énormément de temps, c'est qu'on a tout internalisé. On a au sein de nos locaux notre propre studio de production, ce qui fait qu'en fait on peut être hyper réactif. On a parfois des clients qui nous remontent des sujets hyper urgents qu'on produit en 3 semaines, tu vois. Donc ça, c'est aussi la volonté qu'on a, c'est de pouvoir se positionner très vite sur des sujets d'actualité. Je pense qu'il y a un vrai enseignement dans votre méthode, notamment pour les responsables formation. Au-delà du fait de venir prendre des contenus chez vous ou par ailleurs, quand eux, ils produisent leur propre contenu, c'est que finalement, vous créez rapidement des contenus sur des sujets sur lesquels vous n'avez pas, a priori, d'experts internes et sur lesquels vous faites une première itération interne en faisant de la récolte et de la médiation, que vous faites ensuite valider par un expert externe sur lequel lui, vous devez apporter finalement la caution. Et voilà. Et pour moi, ça a deux vertus. Ça a la première vertu de la vitesse. Trois vertus. La vitesse, l'indépendance, c'est-à-dire que vous pouvez aller, vous êtes indépendant et vous pouvez aller vite et vous pouvez, vous n'avez pas besoin de vous appuyer sur quelqu'un pour avancer. Et ça a une troisième vertu, c'est vous sortez du syndrome de l'expert. Parce que complètement. Souvent, quand on est expert, on n'est pas forcément un bon pédagogue. C'est ça. Et dans le module, on va vouloir tout mettre. Exactement. Alors, vu que vous partez de la pédagogie et que vous avez finalement cette culture, voilà, vous allez le faire valider, mais vous allez dès le départ aller choisir l'essentiel. Et ça me paraît intéressant parce que je sais que parfois, dans les organisations, certains se sentent un peu bloqués parce qu'ils se disent ouais mais en fait j'ai besoin de l'expert pour avancer. Oui, on en a besoin, mais à un moment donné, je pense qu'on peut aussi commencer à faire des premières itérations et que l'expert vienne donner la base ou la couche du dessus. Ouais. Et comme tu le dis, l'expert va forcément avoir envie, et c'est normal, mais d'aller à fond en profondeur sur le sujet. Il va se dire non mais attends, là on ne peut pas adresser ce sujet en 20-25 minutes. Alors que nous, au contraire, notre volonté, c'est de rendre accessible un sujet et c'est finalement d'apporter une synthèse très pratico-pratique sur un sujet et de se dire, OK, sur cette problématique-là, quelles sont les définitions à connaître, quelles sont les bonnes pratiques, quels sont les do et les don't et qu'est-ce que je peux mettre en place pour l'appliquer au quotidien. Et donc effectivement, nous, on a tout d'abord un travail, je dirais, de défrichage, de synthèse, et puis après, effectivement, le regard de l'expert va être intéressant pour venir corriger des éventuelles approximations ou autres ou erreurs qu'on aurait pu faire. Mais effectivement, là où l'expert va vouloir, je dirais, aller en profondeur sur un sujet, il n'a pas forcément effectivement cette ambition tout de suite de synthétiser. Il préfère aller vraiment en profondeur sur un sujet, là où nous, c'est l'inverse. Oui, effectivement. Non, et c'est en plus un vrai positionnement que vous soyez dans cette premier niveau de formation, de sensibilisation, exactement, très transverse sur un certain nombre de sujets, avec cette capacité de donner envie pour qu'ensuite, comme tu l'as dit en amont, l'apprenant puisse aller par ailleurs se nourrir, se documenter avec d'autres formations, des livres, des podcasts, que sais-je, sur le terrain pour pouvoir approfondir le sujet de la gestion du stress, sur un sujet de biodiversité ou que sais-je. Ok. J'ai une autre question parce que voilà, vous accompagnez un certain nombre de grands groupes, donc vous voyez un petit peu les pratiques au travers de Kokoroé, mais vous voyez aussi les stratégies des organisations de vos clients. Quelles sont les évolutions et les transformations que tu vois à l'œuvre
dans les organisations qui méritent Mmh. d'être soulignés? Écoute, nous, on constate qu'il y a une évolution hyper intéressante et qui nous fait plaisir, je dirais. C'est le focus que les entreprises ont sur les sujets sociétaux. Là, on a eu, tu vois, sur 2022, énormément de demandes sur les sujets de diversité et inclusion. Donc, diversité et inclusion, c'est, tout ce qui a trait, à la thématique LGBTQI+, l'égalité femmes-hommes, le handicap, les neuroatypiques, le racisme, la laïcité au travail, voilà. Donc tu vois, c'est vraiment des sujets qui sont hyper dans l'air du temps. Et on a aussi beaucoup de demandes sur les sujets sur l'écologie, qu'est-ce que l'économie circulaire, quels sont les gestes écolos à appliquer au bureau, et cetera. Et donc moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, il y a cette volonté finalement d'adresser des sujets qui sont à la sphère entre en à la frontière entre la sphère pro et la sphère privée. Parce que ça, finalement, c'est des sujets qui relèvent aussi de la vie privée. Il y a cette volonté, en fait, d'adresser aussi ce type de sujet, heu et de les proposer aux collaborateurs. Là où avant, les entreprises étaient essentiellement sur des sujets, hyper expertise métier ou réglementaires. Là, il y a cette volonté finalement de mettre un pied dans la sphère privée. Et derrière ces thématiques-là, ce qui se joue, c'est finalement, c'est aussi beaucoup l'acceptation de l'autre et aussi tout ce qui est, finalement bien-être. Tous les sujets de diversité et inclusion, je prends par exemple exemple de la thématique LGBTQI+, l'idée c'est d'accepter l'autre tel qu'il est. Et derrière cela, c'est la notion de bien-être en fait finalement, c'est faire que chacun se sente bien dans l'entreprise. Et c'est des sujets dont on s'est rendu compte, qui sont de plus en plus présents depuis la crise Covid. Il y a cette volonté de faire que le collaborateur se sente bien, qui est hyper présente. C'est aussi la volonté, je dirais de, redonner du sens aux collaborateurs et du coup l'écologie, on sait que voilà, c'est un sujet qui, est de plus en plus demandé, mais parce que derrière c'est la notion de enfin voilà, le collaborateur a besoin d'avoir du sens, a besoin aussi de voir que les entreprises s'engagent sur ces sujets-là et donc voilà, il y a une volonté de la part des entreprises, heu, d'aller sur ces sujets qui ne sont plus qui intègrent aussi un petit peu la sphère privée et ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Ouais, et comme tu dis, je pense que la crise Covid a Mmh, un peu cassé les barrières de vie pro et vie perso, exactement. avec tous les avantages et toutes les limites que ça. D'ailleurs, on va pas rentrer Mmh, dans le sujet, mais voilà, mais effectivement, euh, on est, ces sujets viennent sauter en fait la barrière du pro pour rentrer encore dans tout à l'intimité de fait. chacun. Hein. Et voilà. Et par contre, on sait que ce sont des sujets qui sont importants Mmh, et qui ont, et je pense qu'ils ont intérêt à être traités, comme tu le dis, parce que même si je suis très cynique, on sait qu'il y a une étude sur la productivité des entreprises qui a montré que le degré le plus élevé de productivité des entreprises, c'était quand il y avait une très forte diversité culturelle, qui était bien sûr acceptée, qui était bien vécue dans l'organisation. Donc tu vois, plus la tout à diversité fait, culturelle, complètement. plus ça Mmh, développe la productivité d'organisation. mmh, Donc ça veut dire que si tu as une diversité culturelle, ça veut dire qu'elle est à la fois elle est mmh, nourrie, elle est acceptée, ouais, elle est même très mmh, vivante. mmh. Donc, ok, très bien. Et bien, j'ai une toute dernière question, euh, que tu puisses nous donner les prochains challenges ou la suite chez Kokoro. Est-ce que vous souhaitez poursuivre voilà. Écoute, le prochain challenge, c'est plutôt côté RH. Là, aujourd'hui, on a 20 collaborateurs chez Kokoro et l'année prochaine, on va passer à 40, donc on va doubler les effectifs. Donc le vrai challenge, ça va être finalement d'arriver à passer finalement à l'échelle, à aussi, je dirais, bien processer, à faire qu'il y ait cette transmission de savoir entre les équipes qui se fasse bien.
voilà, à créer aussi, à faire des bons recrutements, à créer une équipe qui nous ressemble, qui continue à apporter les valeurs de Kokoro. Et là, on est aujourd'hui, enfin, on est hyper heureuse avec l'équipe qu'on a réussi à créer. Ce sont des gens qui sont hyper investis, sur lesquels on peut compter. Et là, le prochain challenge, ça va être de réussir à trouver des personnes qui portent à ce point les valeurs de Kokoro. Et je n'en ai aucun doute, mais voilà, je pense que doubler d'effectifs, de passer à 20 à 40, c'est quand même, ça va demander quand même un petit peu de travail. Ouais, effectivement. Et comme tu l'as dit, tu as parlé de transmission de savoir, on est sur le Mmh. podcast de l'entreprise apprenante, on sait que dans toute organisation, il y a des gens qui partent, des gens qui arrivent, dans C'est une ça, perspective en plus de croissance, il y a beaucoup de gens qui arrivent, et tout l'enjeu, c'est de transmettre le savoir, mmh, mais de transmettre aussi les cultures, puisque tu exactement. en as parlé. Donc je fais le lien parce que voilà, aujourd'hui, les organisations apprenantes, c'est celles qui arrivent en fait à développer, c'est finalement c'est un organisme vivant où il y a une transmission Exactement, des savoirs, mais aussi une transmission culturelle qui exactement. permet à Mmh, l'organisation, à l'organisme de pouvoir vivre, se mmh, régénérer, se développer c'est ça. et se Ouais, pérenniser. et comme tu le dis, Cyril, hein, la notion de finalement transmission, de la culture, c'est presque le plus important. Il faut qu'il y ait un sentiment d'appartenance, qui soit réel. Il faut que voilà, le salarié se sente investi, et encore une fois, on revient à la notion de sens, quoi. C'est-à-dire plus tu donnes du sens au collaborateur, plus il est investi, voilà. Et c'est vraiment ça qu'on cherche à faire, avec Kokoro. Bon, super. Merci beaucoup, Élise. Merci à toi, Je Cyril. vous souhaite bon vent pour la suite. À très bientôt, Cyril. Merci. Attendez, ne partez pas si vite. Vous avez aimé cet épisode? Dites-nous-le en laissant un commentaire, en le partageant auprès de vos collègues ou sur les réseaux sociaux et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela nous aide vraiment à faire connaître le podcast et nous motive à produire de nouveaux épisodes. L'entreprise apprenante vous a été présentée par nous. Nous est une entreprise dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Retrouvez-nous sur nous.co, nous.co. À très bientôt sur l'entreprise apprenante.